Bonjour mes très chers auditeurs, absolument ravis de vous retrouver pour un nouvel épisode de notre émission Sagesse. Je ne sais pas si je dois encore le présenter tellement lorsqu'on présente évidemment l'émission, tout de suite il y a son nom qui arrive de manière assez naturelle aujourd'hui. Les auditeurs réclament évidemment tous les mois leur épisode de cette émission Sagesse. Et donc ça faisait un petit bout de temps qu'on s'était pas retrouvés. On est toujours hyper heureux d'être l'un en face de l'autre autour des micros. Bonjour Stéphane Hérault. Bonjour Nathalie, bonjour à toutes et à tous. Et oui, ça fait un grand plaisir. Oui, ça fait au moins 4 mois qu'on n'a pas eu l'occasion de se voir. Et c'est toujours pareil, un beau partage et puis voir toujours la dynamique aussi. Puis toute cette belle dynamique que tu vis autour de ton livre, de tes spectacles. Ça, c'est un grand plaisir de voir ce boom d'amour que tu es en train de générer. Oui, puis de s'accompagner, c'est intéressant de voir, en effet, peut-être depuis un an, chacun de notre côté, tout ce qu'on a pu mettre en place. Là, on est encore dans une période de rentrée. Donc la rentrée, c'est un moment assez propice pour se dire, OK, qu'est-ce que j'ai envie de mettre en place pour cette année à venir, de faire le point et justement peut-être de se connecter à son âme, à ses envies, à son cœur, et puis de parler de sagesse. Je trouve que parler de sagesse, évidemment, chaque mois, c'est nourrissant, mais peut-être en cette rentrée, d'y mettre une forme et une touche de sagesse. Ça te semble important, cher Stéphane? Ah oui. Pour moi, la sagesse au quotidien, c'est important. C'est vraiment cette sagesse qui peut vraiment nous apporter une vie meilleure. Ça, c'est tellement essentiel parce que tu peux regarder la vie avec un autre regard. Si tu as simplement quelques clés de sagesse, tout d'un coup, tout bascule. Ce qui devenait, en fin de compte, un poids en l'abordant, maintenant, ça devient vraiment comme une plume. Tu vois, c'est léger, c'est clair, c'est limpide. Simplement parce que un peu de sagesse dans notre plat a changé notre perception des choses. Donc pour moi, oui, c'est important. En tout cas, je pourrais pas vivre sans. Alors on va démarrer, je pense comme à notre habitude, par une histoire, un moment de conte, évidemment, dont on ne ressort jamais indemne, et tant mieux. Alors je te laisse peut-être ouvrir l'espace de l'inspiration pour nous faire descendre une jolie histoire. Écoute, en venant ici, j'ai pensé à toutes ces personnes. Des fois, il y a des demandes qui se font, et j'ai une personne qui m'a demandé: est-ce que tu pourrais parler du pardon? Est-ce que tu as une histoire sur le pardon? Alors, il y a tellement d'histoires qu'il y en a forcément une sur le pardon, et il y en a une qui m'est venue, et donc c'est celle-ci que je vais raconter aujourd'hui. Alors, c'est une histoire avec Bouddha. Donc, Bouddha, il passe de ville en ville, donner ses enseignements, et puis à chaque fois qu'il arrive dans un endroit, bien sûr, il y a plein de monde qui vont écouter ses enseignements, le suivre. Et dans cette ville, précisément, il y a un commerçant qui a une boutique, et son fils travaille avec lui. Et son fils est très spirituel. Il a envie d'aller voir Bouddha, mais par contre, le père, lui, tout ce qui est spiritualité, les maîtres, la sagesse, il en a pas du tout, il en a que faire. Et son fils, il sait pas comment aborder la question avec son père, parce qu'il dit, si je le dis à mon père, il va pas du tout être content, et c'est sûr qu'il va me dire non. Donc, il y a qu'une chose à faire, c'est y aller sans le consentement du père. Et il trouve un moment où, de toute façon, son père ne vient jamais à la boutique de telle heure à telle heure. Et il part, justement, pendant cette occasion, aller voir Bouddha et recevoir les enseignements. Malheureusement, ce jour-là, le père avait dû oublier quelque chose. Il est repassé par la boutique et il n'a pas vu son fils. Donc, bien sûr, le soir, quand il est rentré, il dit: mais où est-ce que tu étais? Et il lui a dit la vérité. J'étais voir ce grand sage qu'on appelle Bouddha. Très bien. Puisque c'est comme ça, je vais te faire voir qui est ce charlatan. Ni une ni deux. Il prend son fils par la main et il part voir Bouddha. Et puis, en arrivant devant Bouddha, il y a une colère qui lui monte à ce père. Il commence à s'emporter. Et il lui dit: tu prends tous nos enfants, ils doivent travailler plutôt que d'écouter tes sornettes. Et puis, à un moment donné, il va même plus loin. Il crache sur Bouddha. Alors, tous les disciples sont autour, sont prêts à agir, mais Bouddha, lui, il reste calme, serein. Le père, voyant cet acte, repart avec son fils. Et sur le chemin, il commence à réaliser ce qu'il a fait. Et toute la nuit, il cogite. Mais qu'est-ce que j'ai fait? Il ne peut plus attendre. Aux premières aurores, il va voir Bouddha. Il revient et puis il dit: Maître, je te demande pardon. Et puis Bouddha lui dit: Mon fils, je ne peux pas te pardonner. Alors là, c'est le choc pour tous les autres disciples qui le regardent. Comment l'incarnation de la compassion ne peut même pas pardonner cet être qui vient s'excuser? Il dit: je ne peux pas te pardonner. Mais par contre, sache une chose, si tu me ramènes la personne qui m'a craché dessus hier soir, à cette personne-là, je lui pardonnerai. Toi, aujourd'hui,
tu es un autre homme. Donc je ne peux pas te pardonner. Ah, c'est intéressant cette histoire du Bouddha. Et puis cette notion de pardon aussi, qui est vaste, qui est vaste. Donc c'est intéressant d'imaginer qu'il y a plusieurs versions de nous-mêmes et qu'évidemment déjà ça ramène à l'idée qu'on est dans une impermanence et une transformation de chaque instant, et qu'en effet quand les émotions parfois prennent le dessus, et d'où l'importance, on en a parlé dans de nombreuses émissions, de pouvoir être à l'écoute de nos émotions avant que ce soit elles qui finalement prennent un peu le lead de nous-mêmes. C'est le cas de ce père qui finit par s'emporter sans avoir peut-être cherché avant à comprendre en quoi sa colère disait quelque chose de lui, de son rapport à son fils, de ses valeurs, du travail, de l'effort. Voilà, mais c'est intéressant de dire déjà, en fait, voilà, j'ai pardonné parce que tu n'es plus il n'y a pas à pardonner cette nouvelle version de toi qui, elle, a déjà, je pense, fait ce chemin pour reconnaître. Exactement. Tu viens de dire un mot juste. Ça fait son chemin. C'est-à-dire qu'en fin de compte, ce père, quand il revient voir Bouddha, déjà, il y a eu tout un cheminement qui s'est passé. Entre le moment où il a reconnu qu'il s'était mis en colère pour des choses qui étaient peut-être pas nécessaires, en tout cas à ce moment-là. Et puis aussi, le fait de se dire, je vais demander pardon. C'est un acte aussi d'abandon, un acte de soumission, dans le sens soumission aux instincts animaux qui nous habitent, pour simplement dire, non, je laisse la place à quelque chose de plus sublime en moi. Et là, je passe à un autre stade de ma propre version de moi-même. Et là, il y a ce sage qui dit, non, je peux pas te pardonner. Donc ça a aussi un autre choc. Imagine combien de fois il y a des personnes qui nous disent, non, je te pardonne pas, mais pas avec la même conscience, tu vois. Encore avec la colère, encore avec la frustration, encore avec l'amertume. Mais ce sage, lui, non. Il est bien au-delà de tout cela. Donc, il dit simplement, non, je peux pas te pardonner. Parce que déjà, tu n'es plus la même personne. Donc, c'est ça que j'aime bien. C'est dans cette phrase du Bouddha, c'est qu'il laisse l'opportunité à l'autre d'être une nouvelle personne à chaque instant. Et ne pas revenir sur ce passé qui s'est produit. Mais il est où maintenant ce passé? Tu vois, c'est comme tes rêves. Ils sont où tous ces rêves qu'on a faits? Ils sont juste partis éphémères. Même tous les événements qu'on a vécus il y a 10, 15 ans, 20 ans. Tu vois. Mais par contre, comment je m'accroche aux charges émotionnelles que ces mêmes événements ont laissé en moi? Et c'est ça la plupart du temps. On souffre à cause de quoi? Pas tant en tant qu'événement, mais à cause de la charge émotionnelle qui a été enregistrée. Et on n'a pas pris le temps d'évacuer ces charges émotionnelles. Alors cette perspective de se dire, voilà, je suis nouveau à chaque instant. Mais c'est vrai que le pardon, si on en revient, c'est une notion très vaste en fin de compte. Et des fois, on en fait même un concept intellectuel. C'est intéressant d'aller voir cette notion du pardon. En ce qui me concerne, je l'ai vécu à plusieurs étapes, cette notion du pardon. Bien sûr, tu as toujours la possibilité de dire, voilà, tu as fait quelque chose de mal, et puis tu vas voir quelqu'un en disant, je te demande pardon. Ça, c'est sûr, on peut toujours le faire. Ou attendre que l'autre te demande pardon. Hein? Voilà. Par rapport à ce que tu m'as fait, j'aimerais que tu me pardonnes ou que je te pardonne. Mais ce qui est important, c'est, pour moi, il y a un autre type de pardon. C'est quel est le pardon que tu peux te octroyer à toi-même. C'est-à-dire parce que dans un certain côté, si tu observes bien, malgré tout, dans toute situation, il peut y avoir un état de jugement qui se produit. C'est-à-dire que, effectivement, j'avais certaines valeurs, la situation a fait que je me suis retrouvé dans une situation qui ne correspond pas à mes valeurs. Ça peut être heurter ce que je suis, ça peut être heurter ses valeurs ou heurter aussi mon émotionnel. Mais d'un certain côté, derrière ça, c'est quel est le jugement que j'ai porté sur les choses, sur la personne aussi. Quels sont les jugements que je porte sur la personne. Donc le fait d'attendre que l'autre te pardonne ou demander pardon à l'autre, c'est forcément associé à une notion de jugement. Mais pour moi, il y a un pardon qui passe par-dessus ces pardons-là. C'est comment je peux me pardonner d'avoir jugé cette personne. Parce que je me suis placé à un moment donné dans un état de supériorité ou d'infériorité. Peu importe. Si je suis dans une supériorité, je vais attendre que l'autre me demande pardon. Si je me suis placé sous la forme d'infériorité, c'est moi qui vais demander pardon. Mais malgré tout, j'ai pas touché la partie vraiment qui a été touchée. C'est celle que j'ai jugée par moi-même. Le jugement que je me suis porté à moi-même. Et j'ai une belle histoire là-dessus, Nathalie, parce que c'est une histoire vécue. Et cette notion de pardon, j'ai abordé cette notion de pardon il y a très longtemps, quand j'ai travaillé donc dans un centre de gérontologie à Pasteur. Donc j'étais à Poitiers, j'accompagnais les personnes en fin de vie. Et avant ça, j'avais fait justement un voyage au Québec et j'avais passé 3 mois chez Lise Bourbeau, dans le centre Écoute ton corps. Donc j'avais 23 ans, c'était pas du tout le même art de vivre que j'abordais à l'époque. C'était beaucoup plus un autre aspect de ma vie que j'abordais.
avec ce centre écoute ton corps et puis ses enseignements. Et j'ai appris justement quels sont les jugements que je peux me porter, quels sont les jugements que je peux porter aux autres et notamment à mes parents. Et j'ai fait tout ce chemin et un jour je me suis dit, mais oui, regarde en fin de compte tous les jugements que tu portes envers ces êtres qui t'ont porté, qui t'ont éduqué. C'est vrai que des fois tu aimerais recevoir l'amour de telle façon qu'ils ne sont pas capables de te le donner ou qu'ils n'ont peut-être pas pu faire en sorte de te le donner, que ce soit sur le plan matériel, émotionnel ou peu importe. Mais d'un certain aspect, c'est ton regard que tu as porté sur ça, qui a fait que tu as porté au fur et à mesure de plus en plus de jugements. Et puis tu arrives dans un espace de boogie-boulga émotionnel, où tu ne sais plus reconnaître quelles sont tes vraies valeurs, ton jugement, tes émotions, et ça reste un peu complexe. Alors je me suis dit, tiens, et si je faisais vraiment un processus de pardon complet avec mes parents ? Arrêtez de leur en vouloir de ne pas m'avoir donné ceci, de ne pas m'avoir peut-être porté vers des études plus hautes, etc. Et ce qui s'est passé, c'est que, en plus, on est une famille nombreuse, mais c'était le 24 décembre en 1995. Mes parents étaient tout seuls. Ma compagne était partie dans sa famille et je me retrouvais aussi tout seul. Donc pour le réveillon, ça c'était très 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 rare. Et je me suis dit, bah tiens, c'est l'occasion, vraiment l'occasion de faire ce processus. Et j'ai invité mes parents. Donc je leur ai fait un super repas, petite chandelle, tout ça. Alors mon père, il n'était pas du tout dans la spiritualité ou tout cet aspect-là, développement personnel, c'était une autre génération, hein. Il était de 1926, donc c'était pas du tout la même génération que ce que je vivais à l'heure actuelle. Et puis ma mère, donc pareil. Mais beaucoup plus religieuse, beaucoup plus cet aspect spirituel. Et là, je me souviendrai toujours, Nathalie, de cette situation assez atypique. Donc c'était juste avant de manger le repas. Donc je sers l'apéritif et là je regarde mes parents, je dis voilà, papa, maman, voilà, j'aimerais vous dire quelque chose. Alors il y a mon père qui commence à regarder, il dit qu'est-ce qui va encore sortir mon fils? Ma mère qui me regarde et puis là je dis voilà, je voudrais vraiment vous demander pardon pour tout ce que je vous ai fait vivre ou les jugements que j'ai portés envers vous. Voilà, sachez que je vous aime. Et puis il y a mon père, il te regarde avec un air de dire, mais il arrive d'où ce fils? De Mars, de Jupiter. Mais qu'est-ce que j'ai fait pour avoir un fils comme ça, tu vois? Et puis ma mère, qui tout de suite la maman italienne, mais non, mon fils était le plus beau fils, le meilleur. Mais non. Je dis, attends, papa, maman, laissez-moi faire mon travail. J'étais vraiment dans cette dynamique de me libérer. Et c'est vrai que ça m'a libéré. Ça m'a libéré parce que je me suis rendu compte que ils avaient leur propre vécu, ils avaient leur propre expérience. Et puis ils avaient aussi 8 enfants avec un salaire qui n'était pas... Voilà, c'était un salaire d'employé, hein, donc c'était pas non plus un grand salaire. Et ils avaient fait le nécessaire. Mais à chaque fois, ils avaient mis l'ingrédient amour. Dans tout ce que j'ai vécu auprès de mes parents, il y avait toujours cet ingrédient amour qui avait été là. Et ça avait été au-dessus de tout le reste. Et c'est vrai que j'ai reconnu que, en fin de compte, grâce à cet amour qu'ils m'ont donné, qu'ils m'ont véhiculé, je me suis rendu compte que ma vie s'était façonnée là-dessus. Et ça avait été certainement une base très importante pour moi pour me lancer très jeune dans mon cheminement spirituel, parce que j'ai commencé voilà, aux alentours de 18-19 ans, mais surtout à 23 ans quand j'ai pu faire des stages, tu vois. Donc, et là, j'avais reconnu, donc ouais, j'avais pris ce temps de me demander pardon d'avoir jugé ces personnes et de se dire non, voilà, ils ont fait vraiment au mieux. Alors bien sûr, ça n'a pas été toujours facile, mais au moins c'était un moment important. Mmh. Ça me semble être intéressant qu'on puisse soulever que dans la spiritualité, souvent, les gens veulent à tout prix justement accéder à cet amour inconditionnel des uns et des autres, aimer l'humanité, s'aimer eux-mêmes. Mais au final, quand on les ramène à juste la sphère familiale, hein, qui est quand même un espace, voilà. Moi, je trouve ça intéressant de dire aux gens, en fait, la spiritualité s'exprime surtout et avant tout dans notre famille. Comment ça se passe quand on se retrouve avec les gens qui nous ont mis au monde. Si on se tape dessus, si on se tabasse, si on n'arrive pas à justement trouver une forme de paix, de compréhension, de résilience vis-à-vis de... C'est vraiment important que tu répètes ça, parce que chacun fait ce qu'il peut. Nos parents, c'est une autre génération, c'est une autre éducation, c'est eux-mêmes leurs propres blessures, conditionnements, croyances. Donc en fait, c'est juste aussi des univers qui ont essayé de faire du mieux qu'ils pouvaient. Évidemment, ils ont été profondément imparfaits, mais comme nous, on l'est. Et donc, du coup, je trouve ça intéressant de dire, la spiritualité, elle va s'exprimer aussi, avant tout,
dans le lien que vous avez avec vos parents, dans le lien que vous pouvez avoir avec la personne qui partage votre vie. Mais voilà, revenir à ça. Et en effet, l'importance, et je crois sur ce chemin que tu as ressenti toi, et très vite en fait, d'ailleurs ça a été une des premières étapes, de pardonner, c'était une grande étape. Et de comprendre aussi que ça t'avait rendu tel que tu étais. Et du coup, c'était plutôt une gratitude aussi sous-jacente. C'était une gratitude. Et puis, effectivement, à ce moment-là, j'ai vraiment vécu à 23 ans, tu vois. Ce 23-24 ans, c'était vraiment un soulagement. Et pour moi, c'était, ça y est, je me libère d'un poids en disant, maintenant, je peux vivre ma vie telle que je la conçois, telle que je suis, et sans attendre un accord tacite ou non tacite de mes parents. Non, je suis ce que je suis parce qu'ils ont été ce qu'ils ont été. Complètement. Et c'est ça qui était fort. Et c'est vrai que c'était c'était intéressant, du moins, parce que j'avais pris conscience de ça, parce que tu sais que Lise Bourbeau parlait beaucoup des malaises et des maladies, donc son premier livre, c'était « Écoute ton corps ». Et j'avais lu, effectivement, à l'époque, quand j'étais jeune, je me rongeais beaucoup les ongles. Et je l'ai rangé, et puis à un moment donné, je lis le livre de Lise Bourbeau « Écoute ton corps », et je vois donc un de ces malaises, maladies, c'est ronger les ongles. Sur le plan émotionnel, justement, c'était aussi une rancune envers les parents, etc. D'accord. Mais à l'époque, c'était intéressant, parce qu'à l'époque, je me disais, mais j'en ai pas. Tu vois, j'en ai pas de rancune. Pour moi, tout était beau, consciemment. Ouais, j'en ai pas, non, tout se passe bien. Mais au bout du compte, je me suis rendu compte que si je creusais un petit peu, oui, mais va voir un peu plus loin, Stéphane. Va voir un peu plus loin. Arrête d'être à la surface. Vraiment, prends le temps d'aller voir plus loin. Et c'est ça, des fois, ce qui nous manque. C'est que on veut pas aller voir les choses qui nous font souffrir parce qu'on veut rester à la surface dans ce qu'on croit être juste, bien, pétillant, tu vois. Mais c'est vrai que ce passage avait été fort parce que à 23 ans, quand tu vas dans cette dimension-là, en plus, tu vois, c'était en 93, 94, non 80, ouais. Mon passage chez Lise Bourbeau, c'était 94, où tu passes à un autre stade de ta vie parce que c'était les discothèques, c'était les boissons, c'était rien à voir. Et là, tu te dis, waouh, c'est ça la vie. En fin de compte, tu connais rien de la vie. Est-ce que tu vas pouvoir aller beaucoup plus en profondeur maintenant? Aller expérimenter une autre version de toi-même, une autre dimension de toi-même. Et c'est là où ça s'est produit. C'est ce passage-là. Et comme par hasard, donc une semaine après, c'était le 31, et je fêtais donc le 31 avec des amis. On était partis, c'était près de la mer, la côte ouest, et on avait loué, donc on était une quarantaine de personnes. Donc bien sûr, pendant cette soirée, il y a l'alcool qui passe, des fois des joints, des ceci, des cela, des cigarettes. Et puis, il était peut-être 11h30 à peu près. En tout cas, c'était juste avant de célébrer la nouvelle année. À un moment donné, c'est comme si j'ai vu mon corps se détacher, tu sais. Comme si tu regardes toute ta vie, comme si tu étais spectateur, et comme si c'était une scène de théâtre. Et là, j'observe, et je vois quoi? Je vois ce Stéphane qui est là, et cette vie qui ne lui correspond plus. Tu sens qu'il y a quelque chose qui te dit, mais c'est plus toi, t'as plus d'intérêt, c'est plus toi. Et là, je réintègre mon corps, et tout d'un coup, je me lève et je vais à la plage. Je suis tout seul, il est une demi-heure avant de se fêter le nouvel an. Et je vais à la plage. Et là, qu'est-ce qui se produit? Tu arrives près de la mer, tu tombes à genoux, et je commence à pleurer. Un vrai nettoyage, je commence à pleurer. Et je m'entends dire, Dieu, plus jamais ça. C'est pas moi, ça m'intéresse pas. Et je suis resté, je sais plus combien de temps. En tout cas, quand je suis rentré, tout le monde était en train de se fêter la nouvelle année. Et puis, on m'a proposé un verre, j'ai dit non. Une cigarette, j'ai dit non. Un joint, j'ai dit non. Et puis, pour ce moment-là, j'étais waouh. Dans cet état de waouh, Stéphane, ça y est. Maintenant, voilà, c'est du passé. Tu passes à autre chose. Tu vois, sentir ce que ce monsieur a ressenti à un certain niveau, tu vois, t'es nouveau. Et à chaque instant, on est nouveau. En fin de compte, c'est ça qui est beau. C'est que quand on arrive à se donner cet amour, aux amours aussi que des parties qui ont souffert en nous, à ce moment-là, tu es nouveau. C'est pour ça qu'on peut se renouveler à chaque instant. C'est pour ça qu'il n'y a plus besoin de pardonner. À un certain niveau, tu vois, le pardon n'est même plus nécessaire. Parce que l'amour a transcendé le pardon. Tu es nouveau. Donc, voilà. En tout cas, c'est mon expérience.
Oui, parce qu'après j'allais te dire finalement, même dans ton histoire, on parle de Bouddha, on reste des êtres humains, et moi je trouve ça vraiment important de transmettre ça aussi aux gens qui sont sur un cheminement spirituel, c'est-à-dire que on n'est pas là pour avoir un cheminement parfait, et qu'il y a vraiment une injonction dans notre milieu d'être justement tous les jours comme ça, de faire 1 heure de méditation, de se lever à 6 heures, il faudrait faire ci, faire ça, et du coup on développe une forme d'exigence hyper accrue de nous, et après on finit par justement être dans un désamour profond, alors qu'en fait tout ça devrait nous mener à un apaisement, une harmonie, et en fait c'est pas le cas, parce que on se pousse dans des trucs où on sait pas se dire si je dois dormir jusqu'à 10 heures c'est ok, si j'ai envie de fumer un joint c'est ok, et en fait c'est aussi intégrer tout ça, je crois. Comme tu dis, je pense que dans le parcours de chacun, il y a des moments où on se dit tiens, moi en fait ça y est, j'ai passé un cap par rapport à ça, l'alcool, etc. Mais c'est pas surtout d'en faire une espèce de vérité absolue. Non. Je sais que tu ne le fais pas, mais c'est pour que les gens l'entendent aussi bien que en fait on est sur ce chemin où justement le pardon, c'est aussi pardonner à soi, d'avoir des moments où justement on est profondément imparfait. Oui, s'aimer, c'est ça. C'est-à-dire que, et d'ailleurs, la plus belle des perfections, c'est d'avoir de l'amour pour nos imperfections. Oui. Ça, c'est la plus belle des perfections. C'est-à-dire qu'à un moment donné, oui, voilà, mais j'en suis là, et c'est très bien. Parce que, d'un certain côté, si tu commences, on prenait la cigarette, l'alcool, peu importe, tu prends n'importe quelle autre chose. Mais si, même pour l'écologie, si tu commences à en faire un dogme, et tu commences à juger les autres qui ne le sont pas, ou à juger les personnes qui ne sont pas, justement, ça se passe souvent des fois quand quelqu'un arrête de fumer, puis hop, tout de suite il dit tu vois, il continue à fumer lui. C'est-à-dire qu'il n'y a pas une vraie acceptation totale, il n'y a pas un amour total qu'on s'est donné en se disant voilà, maintenant l'autre a son propre chemin à faire. Et t'es pas là pour changer son chemin. C'est clair. Mais moi, je pense à tous les véganes qui, au départ, sont quand même animés par un désir de plus de paix, de plus de compréhension, d'humanité presque. Ouais. Enfin, juste pour nous, ça nous semble logique aujourd'hui de remettre en question, voilà, tous ces lobbies de la viande, même sur notre propre consommation, mais pour l'écologie, la terre. Le truc, c'est que quand on en voit qui vandalisent, détruisent des boucheries de gens qui, évidemment, c'est leur endroit, c'est leur boutique, c'est leur métier, et voilà, et c'est comme si quelque part la belle intention de départ, elle était contaminée par la colère justement, et donc au final ça devient la même chose parce qu'on est en colère contre la violence, donc mais on y répond par la violence. Tu ne jugeras point si tu ne veux pas te juger, ne juge point. C'est une belle phrase. Oui. C'est ça, c'est-à-dire en fin de compte, ce que je me suis rendu compte, c'est tout ce travail, c'est vraiment, voilà, si on peut parler de travail, mais toute cette démarche, c'est vraiment une démarche d'amour envers soi-même. Et c'est avoir ce temps de patience avec soi. Voilà, je le fais parce que je sais que voilà, je suis en train de toucher une meilleure version de moi-même à un certain niveau, parce que j'aspire à ça. Mais c'est une aspiration, c'est quelque chose qui vient, qui se produit à un moment donné, ça se produit, c'est une aspiration. Donc il faut le faire pour soi. Et si les autres en profitent, j'appelle ça de l'égoïsme altruiste. Ouais, complètement. Égoïsme éclairé. Un égoïsme éclairé, exactement. Du moment que tu le fasses, que ça te fasse un grand plaisir, et puis si effectivement tu apportes de la joie, de l'amour et plein de l'harmonie autour de toi, voilà, ça. Mais c'est vrai que pour revenir à notre sujet du jour sur le pardon, je crois que avant tout, sujet, et oui, et puis pour les gens qui se disent mais moi j'ai eu des bourreaux dans ma vie, j'ai rencontré des gens qui m'ont fait horriblement souffrir, peut-être même mes parents, et pour moi c'est très compliqué de pardonner. Souvent, ce qu'on peut leur dire, c'est que pardonner aux autres, c'est d'abord pardonner pour soi, c'est-à-dire pour pas continuer à avancer comme tu le disais avec une charge, avec des valises, parce que c'est nous que ça finit par détruire de ne pas réussir à pardonner. Exactement, Nathalie, c'est ça la question. Mais qu'est-ce qui est le plus dur? De porter cette colère au fond de soi encore et encore dans son cœur. Pour moi, c'est plus dur. C'est un pire esclavagisme que le reste, tu vois. C'est, ok, qu'est-ce que je vais faire? Encore et encore. Et je vais traîner ça de vie en vie. Oui, puis parfois ça devient même une forme d'identité. On s'est construit avec ça, cette espèce de hargne. Oui, des fois c'est ça. Des fois c'est une identification, une partie de nous-mêmes qui s'est construite, comme tu le dis. Mais elle s'est construite aussi sur une souffrance. Donc à un moment donné, il faut arriver à désamorcer tout ça. Et on peut se faire aider, on peut se faire accompagner si c'est nécessaire pour les personnes, c'est important, bien sûr. Et puis il y a plein d'outils, il y a plein de techniques. Mais bon, une fois on pourra toujours le redire, le pardon c'est tellement vaste, mais c'est important d'aller l'explorer en tant qu'expérience plus que en termes de concept. Tout ce que ça peut amener dans notre vie, c'est énorme si on le fait au niveau de l'expérience. Ça peut toujours rester qu'un concept.
Puis rappelez-vous qu'à chaque instant, c'est des enseignements qu'on reçoit. On n'est pas puni par ni la vie ni par les autres. Si on se retrouve dans telle ou telle circonstance et même depuis la naissance, eh bien c'est qu'on avait à vivre sûrement du point de vue de l'âme, voilà, tous ces contextes pour justement évoluer et devenir la personne que l'on est. Et c'est pour ça qu'il faut rêver grand. À quoi j'aspire? Et pour aspirer à quelque chose de grand, plus mon esprit est calme et serein, tu vois, plus je vais aspirer vers quelque chose qui émane de moi. Bon, bah c'est un vaste sujet encore. Hein. Et donc, on peut peut-être inviter les auditeurs, s'ils sont disponibles et sur Paris demain soir, de venir t'écouter pour une fabuleuse conférence. Donc demain soir, nous serons le mardi 18 au Forum 104, donc magnifique endroit à Paris, dans le 20e arrondissement. Une conférence autour de l'estime de soi à l'éducation bienveillante. Justement, on va aborder aussi tous ces beaux thèmes. Oui. Et ça sera avec Diane Gagnon, qui vient du Québec, accompagnée aussi de Joanne Côté. Voilà, Diane, que tu connais très bien, qui est auteur aussi et best-seller. Donc une belle soirée en perspective, organisée par Sensorialis. Donc on peut acheter notre place, tu le disais, directement au Forum 104. Oui, directement. Ou même se la procurer peut-être via ton site internet. Oui, sur le site internet stéphanehero.com, et vous avez le WizEvent qui peut effectivement vous donner la place. Génial. Est-ce qu'il y a une actu, autre chose qu'on peut retrouver sur ton site en cette rentrée? Oui, bah écoute, les voyages, j'organise chaque trimestre un voyage. Ça peut être en Inde, ça peut être au Ladakh, ça peut être voilà. Donc là on part en Inde, donc le groupe est complet, mais pour février, on a un beau départ, c'est pour le désert marocain, le secret du Sahara, donc une retraite dans le désert. Et puis aussi, il y a aussi donc j'animerai une soirée enquête de sagesse organisée par les thérapeutes parisiens, et ça sera le jeudi 21 novembre, voilà, à Paris Soleil. Donc tout ça, ils peuvent retrouver sur le site internet. Paris Soleil. À Paris Soleil, voilà. Et puis il y aura un stage aussi enquête de sagesse, la joie de l'être et le silence du cœur, qui aura lieu le week-end juste après. Donc ça sera le 23-24 novembre. Voilà. Et je serai à Marjolaine aussi pour une conférence. Pas mal de choses qui peuvent tous se retrouver. Je pense qu'on te reverra d'ici là. D'ici là, bien sûr. Alors n'hésitez pas, en tout cas, à suivre l'actu de Stéphane via son site stéphanehero.com, les réseaux sociaux aussi sur lesquels tu es présent et sur lesquels on peut suivre ton actu. Ça reste quand même génial aujourd'hui les réseaux sociaux pour suivre l'actu, voilà, en jour par jour. L'actualité. Et je dirais, j'ai découvert d'autres choses que j'apprécie dans les réseaux sociaux, c'est les anniversaires en fin de compte. Parce que ça, c'est le top. Effectivement, on n'a pas l'agenda on n'a plus à s'encombrer. Et oui, on n'a plus à s'encombrer, on n'a plus besoin de l'agenda ou avec toutes les dates. Et c'est super. Il y a ce petit message qui dit bah voilà, Nathalie Lefebvre, c'est bien sûr son anniversaire. Et ben voilà, je vais pouvoir lui fêter. Et c'est vrai, j'apprécie ça parce que ça au-delà de ce qu'on peut véhiculer, les stages ou autre chose, c'est ce lien au-delà d'une communication purement informative. Et d'une communauté positive qui s'inspire. Et je trouve ça sympa. Bon, après, ça fait modération aussi, comme tout va. Merci Nathalie. Merci Stéphane. Merci. À bientôt. Très belle journée. Merci.